Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mouna Kameli, managing partner du cabinet M Consulting. Mouna Kameli est expert comptable. On a eu l'occasion de la recevoir à maintes reprises et on va discuter avec elle de nouveautés comptables qui vont toucher le secteur immobilier, notamment l'immobilier coté. Et puis dans une deuxième partie d'émission, on va parler des nouveautés fiscales qui touchent les investisseurs. On va parler des dividendes, mais on va également parler de la fiscalité des émetteurs cotés. Mouna, bonjour. Bonjour Adil. Un épisode en deux parties. Si vous le permettez, on commence par le secteur immobilier coté. On l'a vu, il y a un nouveau plan comptable qui entre en vigueur à partir de cette année. Alors, vous me le confirmerez peut-être ou pas, mais en tout cas, ce que j'ai eu comme retour, moi, de la part des différents opérateurs, c'est que les banques et de manière générale les établissements de crédit ont sollicité ce changement de plan comptable, qu'ils ont estimé que les opérateurs immobiliers, notamment cotés, avaient beaucoup de disparités dans la méthode avec laquelle ils comptabilisaient leur chiffre d'affaires. Ça rendait peut-être la comparaison moins évidente entre les opérateurs du secteur et même l'étude un peu de la solvabilité, de la viabilité du business. Donc j'imagine que ça c'est le gros contexte qui a fait que ce plan comptable aujourd'hui a évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que les nouveautés sont aujourd'hui très importantes par rapport à ce qu'on avait auparavant? En effet, Adil, le nouveau plan comptable du secteur immobilier est venu pour répondre à certaines lacunes qu'on avait constatées sur l'ancien dispositif qui était justement disponible pour les promoteurs immobiliers en matière comptable. Effectivement, la demande est venue un petit peu de partout, principalement les établissements de crédit, mais également en tant qu'investisseur, on avait cette non-possibilité de comparer les états financiers et également certaines incompréhensions par rapport à la nature de l'activité. Avant un petit peu de rentrer dans le détail, j'aimerais juste un petit peu rappeler quelles sont les spécificités du secteur immobilier par rapport à d'autres secteurs d'activité. Le secteur immobilier, il a un cycle de production, comme vous le savez, qui est très long. Au fait, pour la majorité des secteurs, on est sur un cycle d'exploitation moins d'un an. Pour le secteur immobilier, le cycle d'exploitation, c'est-à-dire que entre le moment où on lance le projet, entre le moment où on va facturer le chiffre d'affaires ou alors livrer le produit final, ça peut aller jusqu'à 3 ans, voire plus en cas de difficulté de vente. Donc, ce qui fait qu'on a, dans le passé, on avait décidé justement, le Conseil national de comptabilité avait décidé d'offrir, alors de mettre en place un plan comptable spécifique au secteur immobilier. Une particularité majeure qui ressort de ce plan comptable, de cet ancien qui est maintenu dans le nouveau, c'est que par exemple, l'acquisition de stocks et de terrains et de biens immobiliers, on ne va pas le trouver dans l'actif immobilisé, mais on va le trouver au niveau du stock des promoteurs immobiliers. Maintenant, la lacune principale qu'on avait donc dans l'ancien plan comptable, c'est, comme vous l'avez très bien cité, c'est la non-possibilité de comparer les chiffres. Pourquoi? Parce que les promoteurs avaient plusieurs options pour comptabiliser le chiffre d'affaires. Ils pouvaient comptabiliser le chiffre d'affaires sur la base du contrat de vente, ce qui est classique, définitif, signé par devant le notaire, mais également ils avaient la possibilité de constater le chiffre d'affaires à la remise des clés au client, donc sur la base d'un PV de réception, ou alors tout simplement sur la base de l'établissement d'une facture de vente. Et comme vous le savez, pour ces deux dernières options, le chiffre d'affaires n'est pas tout à fait acquis, parce que dans les normes comptables, que ce soit marocaines ou à l'international, le chiffre d'affaires ne doit être comptabilisé qu'au transfert effectif de la propriété. Et ce n'est que le contrat de vente signé devant le notaire qui garantit ceci. Alors le nouveau plan comptable, il laisse cette seule option pour les promoteurs immobiliers, à savoir le chiffre d'affaires ne sera comptabilisé que lorsque le contrat de vente définitif est signé par devant le notaire. C'est-à-dire qu'avant, on avait un peu plus de facilité à comptabiliser le chiffre d'affaires. Exactement, d'options et de facilité. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, je sais que le contrat il va être signé peut-être dans la prochaine période. Je pouvais établir une facture et constater le chiffre d'affaires, ce qui n'est plus maintenant possible à travers l'entrée en vigueur de ce nouveau plan comptable qui a été édicté par le Conseil national de comptabilité en 2022, mais ils ont décidé quand même de reporter l'entrée en vigueur jusqu'à janvier 2025 pour laisser le temps aux promoteurs immobiliers un petit peu déjà de converger petit à petit. Et je pense qu'on l'a déjà commencé à constater dans les comptes des promoteurs immobiliers cotés.
cette comptabilisation du chiffre d'affaires sur la base du contrat de vente définitif et non pas sur autre méthode comptable. Alors, voilà. Pour que je comprenne mieux, Mona Kamali, prenons le cas d'un promoteur, par exemple, qui va vendre en 3 temps pour un client. Donc, je paye une première avance et 6 mois, 1 an plus tard, je finalise les 50% et puis à la livraison, je paye les 50% restants. Est-ce que le chiffre d'affaires est comptabilisé donc à partir d'aujourd'hui, à la fin, lorsque je paye les 50% restants au promoteur qui a accepté de me vendre comme ça par tranche? Ou est-ce que dès les premières avances, il peut comptabiliser le chiffre d'affaires? Non, non, non. En fait, justement, de toute façon, ça c'était même dans l'ancien. Dans l'ancien, c'est juste que, comme j'avais dit, à l'approche de la livraison, on pouvait débloquer le chiffre d'affaires, comptabiliser le chiffre d'affaires. Mais actuellement, c'est encore plus strict. C'est-à-dire que lorsque le promoteur il reçoit une avance, pour lui, c'est juste une source de financement. Donc, il comptabilise justement comme une source de financement au passif de son bilan. Et en attendant justement l'éclatement du titre et la signature actuellement du contrat de vente définitif. Donc, contrairement au passé, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas signer le contrat, uniquement le PV de réception ou alors établissement de facture. Le risque qu'il y avait dans cette méthode, c'était quoi? L'ancienne méthode, c'était principalement que le jour de la signature du contrat de vente devant le notaire, que le client ne se présente pas parce qu'il avait juste une pénalité à payer. Il a préféré entre-temps trouver une meilleure option moins chère et donc il a préféré sacrifier la pénalité et aller donc acheter un autre bien. Donc, alors que le promoteur avait déjà comptabilisé ce chiffre d'affaires dans ses comptes et on se retrouve justement avec peut-être des résultats passés qui étaient un petit peu gonflés et qu'il fallait donc provisionner dans les années à venir un petit peu. C'est très donc clair. C'était un petit peu ça et donc du coup le nouveau plan comptable il remet un petit peu de l'ordre dans la méthode comptable. C'est uniquement sur la base du contrat de vente définitif qu'on va pouvoir donc constater le chiffre d'affaires. Également il y a une autre modification qui va toucher les comptes de résultats des sociétés de promotion immobilière, c'est que même la reconnaissance du bénéfice elle était possible justement parce que comme vous l'avez très bien mentionné, c'est-à-dire que c'est un projet qui va donc s'étaler sur 2-3 ans jusqu'à entre le moment de la réception de la première avance jusqu'à la livraison. Et ils avaient cette possibilité de constater le bénéfice donc de manière partielle pour chaque exercice. Donc, et en assimilant le projet à un contrat à long terme. Sauf que le nouveau plan comptable, il dit que toutes les opérations de vente, de lotissement, de lots, de terrain, de résidentiel ou de commercial ne peuvent pas bénéficier de cette méthode de comptabilisation du bénéfice à fur et à mesure que le projet avance. C'est uniquement, ils ont gardé cette possibilité uniquement pour les travaux de construction pour autrui. Donc ce sont des travaux immobiliers que je fais de la MOD pour le compte d'autres sociétés et j'ai un contrat qui est vraiment à long terme, donc qui répond aux conditions des contrats à long terme et donc on a l'engagement de l'autre partie de prendre tout ce que je réalise comme travaux. C'est pas comme un contrat de vente classique de biens résidentiels où le client, comme j'ai dit, à la fin, il peut très bien se désister jusqu'à la fin du projet. Voilà. La MOD aujourd'hui, les promoteurs, si on prend les promoteurs cotés, ça ne fait pas partie de leur activité. Oui, en tout cas, actuellement, pour un promoteur, on avait dans le passé, mais actuellement, non, on a principalement, ils sont sur, comme vous le savez, sur l'économique, le moyen standing, donc on est sur le résidentiel principalement. Pas de différenciation entre la vente de lotissement et d'immobilier classique résidentiel en termes de comptabilité là aussi? Non, il n'y a pas de différenciation par rapport au chiffre d'affaires constaté. Donc c'est-à-dire que les terrains, l'outil également, la vente de biens résidentiels ou alors de commercial sont comptabilisés donc de la même manière. Par contre, par rapport au stock, donc il y a une autre nouveauté qui peut également en fait toucher la performance financière des promoteurs de manière indirecte. C'est le fait que les promoteurs immobiliers dorénavant, et ça je dirais c'est une bonne chose qui va permettre aux normes comptables du secteur de converger vers les normes internationales, entre autres l'IFRS, c'est de pouvoir imputer certains coûts qui n'avaient pas la possibilité de le faire dans l'ancien dispositif sur la valeur du stock.
par exemple la VRD, par exemple les dépenses qui interviennent. En fait, vous savez, le projet, lorsqu'il se termine, on peut avoir dans le cahier de charges de construire une école, construire une mosquée. Donc, toutes ces dépenses sont des extras qui viennent en plus, qui n'étaient pas comptabilisées dans la valeur des stocks. Et donc, on va se retrouver peut-être sur une année qui va être impactée par rapport à d'autres. Donc, là, on va leur permettre de comptabiliser ces stocks sur la base justement d'une évaluation d'un expert externe. Donc, non pas juste en interne pour un petit peu ne pas, comment dire, rester dans les normes donc, d'évaluation de stock. Voilà. Très bien. Alors, j'anticipe un peu votre réponse, mais je voudrais quand même vous écouter là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, ça va apporter de la volatilité dans la génération du chiffre d'affaires pour les entreprises cotées, ou au contraire, c'est neutre? À mon avis, oui, ça pourrait. Au fait, maintenant, on a un risque un petit peu de volatilité sur le chiffre d'affaires des OT, parce que comme on l'a très bien mentionné, l'ancien dispositif, il donnait plus de marge de manœuvre pour les promoteurs immobiliers, un petit peu de piloter le chiffre d'affaires. Parce qu'au 31 décembre, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, toujours dans le respect de l'ancien dispositif. Ouais. Je pouvais comptabiliser un chiffre d'affaires parce que je sais qu'il va être signé dans les mois à venir. Là, actuellement, non, on n'aura plus cette possibilité. C'est-à-dire que même si moi, j'ai un carnet de commandes des avances clients donc, qui augmente, au 31 décembre, si j'ai par malheur, donc soit lourdeur administrative, soit les clients ne peuvent pas se présenter pour la signature du contrat de vente, le promoteur immobilier il sera dans l'incapacité de signer et donc de comptabiliser ce chiffre d'affaires. Alors on comprendra un petit peu, donc en principe je m'attends à ce qu'il y ait une possibilité de volatilité dans le chiffre d'affaires. Ça sera en fonction de ce qu'on pourra signer comme contrat de vente année par année et non pas par rapport à l'évolution commerciale des promoteurs immobiliers. Très bien. Est-ce que ça touche les comptes sociaux, les comptes consolidés? Oui, en fait, de toute façon, le départ, c'est les comptes sociaux. Et puis après, les comptes consolidés, comme vous le savez, en fait, tous les promoteurs de la place, ils fonctionnent par un projet, c'est une société. Donc, le consolidé, c'est juste donc, une somme des différents bilans. Donc, ça touchera à la fois les comptes sociaux et les consolidés. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Mouna Kamali. Je pense que c'est un sujet très important que le marché n'a pas encore commencé à adresser suffisamment. Tout ça est nouveau pour les opérateurs, les investisseurs. Et je pense que vos éclaircissements vont apporter beaucoup de réponses, notamment aux investisseurs dans leurs projections et surtout dans la manière avec laquelle on va commencer à questionner, à challenger les promoteurs immobiliers. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre émission, notamment concernant les nouveautés fiscales qui vont cette fois-ci toucher les émetteurs et les investisseurs. Je voudrais qu'on commence par les investisseurs. Alors on a eu un très long débat il y a une année autour du dividende et de la fiscalité du dividende parce que la loi de finances de l'année dernière avait apporté une nouveauté qui paraissait un peu complexe. Aujourd'hui, il me semble que le législateur a un peu aplati les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui attend les investisseurs en termes de fiscalité du dividende cette année? Alors la bonne nouvelle, c'est que cette année, la fiscalité de dividende elle a été simplifiée. En fait, l'année dernière, on a eu un petit peu une sorte d'une usine à gaz parce que, en fait, que ce soit les émetteurs, donc avec leurs dépositaires, avec les investisseurs, au fait, on était surpris de trouver des taux de retenue à la source sur dividende qui étaient un petit peu différents d'une valeur à l'autre. Je commencerai peut-être par l'origine, juste pour un petit peu expliquer donc, ce qu'on appelait ça, parce que l'année dernière, la réforme de l'IS, comme vous savez, elle a eu lieu en 2023. Elle avait introduit la baisse de la retenue à la source sur dividende de manière donc progressive. Sauf que pour chaque exercice, chaque résultat, il y avait un taux de retenue à la source. Donc même si je suis l'année dernière en 2024, je distribuais 2023, il fallait que je prenne en considération le taux pour 2023 et celui de avant 2023. Donc avant 2023, c'était resté 15%, mais 2023, c'était 13,75. Ce qui fait on se retrouvait avec un taux pondéré entre 15% et 13,75% si le dividende provient de deux sources de résultats. Okay. À fur et à mesure qu'on allait avancer, on allait avoir peut-être 4 taux à prendre en considération. Donc cette année, on n'a plus cette problématique. À partir de janvier 2025, toutes les sommes distribuées, donc courant en 2025, seront sujettes à un seul taux de retenue à la source qui est celui de 12,5%. D'accord. Et donc on va baisser progressivement. Donc, pour les sommes distribuées justement à partir de janvier 2026, justement, on aura
le taux de 11,25 et puis voilà, on baissera. Très bien. Donc là, les résultats 2024, le dividende qui sera lié aux résultats 2024 sera imposé donc en cette année 2025 à, vous avez dit, le taux de 12,5%. 12,5%, très bien. Donc l'information est très claire, les explications aussi. On passe maintenant aux émetteurs. Là aussi, l'année dernière, la fiscalité, ou en tout cas la loi de finances avait proposé une hausse graduelle de l'IS, notamment pour le secteur financier. Exactement. Donc la réforme 2023, effectivement, c'est hausse graduelle de l'IS pour toutes les sociétés qui dépassent 1 million de dirhams. Comme on sait, pratiquement toutes les sociétés qui sont sur la bourse, les grandes capitales en tout cas, sont supérieures à 100 millions de dirhams. Donc verront leur taux, voilà, logiquement augmenter par rapport à l'année dernière en matière d'IS. Les banques et assurances également, donc verront leur taux. Donc par contre, pour toutes les petites sociétés, le taux il va continuer à baisser pour atteindre les 20% à horizon 2026. Il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à cette réforme, donc on est resté en ligne par rapport à ce qui a été introduit en 2023. Très bien. Petite hausse de l'IS pour les financières, pour les industriels qui font plus de 100 millions de résultats. Exactement. Alors vous connaissez très bien le contexte économique et financier que traverse aujourd'hui le Maroc. Est-ce que pour vous, ces hausses d'IS auront un impact sur la profitabilité des entreprises? Non, pas du tout. Justement, comme vous savez, on est en pleine croissance, je dirais, économique, de toute façon, du moins pour les sociétés qui sont, la majorité des sociétés qui sont cotées à la bourse de Casablanca. Donc on parle vraiment de petites hausses, donc de maximum 1% pour les différents secteurs d'activité, ce qui fait que, comme on sait, on est sur une phase de croissance bénéficiaire qui est attendue, Inch'Allah, pour 2025. Donc cette hausse d'IS, elle n'aura pas principalement d'impact sur les résultats des sociétés cotées, donc pour rassurer un petit peu les investisseurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ces détails très poussés, Mouna Kamali. Je rappelle que vous êtes managing partner du cabinet M Consulting. Merci encore une fois pour la clarté de vos réponses. Merci. Je t'en prie, Adil.